L'histoire débute avec Chiatao, qui ajuste nerveusement ses bas fins tout en râlant, porter une jupe aussi moulante est une pure folie quand on doit s'enfuir. Elle se tourne alors vers Y-Jun et lui demande avec scepticisme si elle est vraiment obligée d'arborer cette tenue noire au style bien trop exotique. La jeune femme reconnaît que le vêtement offre une liberté de mouvement exceptionnelle, mais elle ne peut s'empêcher de se sentir embarrassée et trop exposée. Gardant son calme, le jeune homme lui assure qu'il s'agit de la tenue de camouflage idéale pour une évasion discrète, il lui demande ensuite si ses affaires sont prêtes pour ce soir, avant de dresser la liste des délicieux snacks qu'il a préparés, ce à quoi elle lui rappelle sèchement qu'ils risquent leur vie et ne partent pas en pique-nique. Amusée, la jeune fille lui montre alors avec tendresse les petites figurines de mariage qu'il lui a offertes, les considérant comme son plus précieux trésor, impatient de prendre la route, il lui demande d'accélérer le mouvement si ses valises sont enfin terminées. Soudain, un retour en arrière s'impose, on revoit Y-Jun à l'époque où il cherchait désespérément une faction à rejoindre, un recruteur survolté lui avait alors proposé d'intégrer sa secte, une organisation bien particulière spécialisée dans l'entraînement en duo, aux méthodes souvent équivoques. Comme cette faction acceptait absolument tout le monde sans prêter attention aux aptitudes magiques, il avait sauté sur l'occasion sans se poser de questions. Cependant, cet entraînement douteux fut de courte durée, la guerre éclata rapidement et son groupe fut immédiatement classé parmi les hérétiques. Sans protecteur puissant pour le soutenir, le jeune homme fut envoyé direct sur la ligne de front, réduit au simple rang de chair à canon. Plusieurs mois plus tôt, après avoir été grièvement blessé lors d'une bataille, il s'était évanoui avant d'être recueilli par Chiatao, une douce fille de la campagne, requinquée et en sécurité chez elle. Ce protagoniste réincarné avait tiré un trait sur la guerre, préférant mener une vie paisible à couper du bois. Mais ce havre de paix vole en éclats lorsqu'une terrifiante pression spirituelle envahit leur jardin, le conflit dévastateur entre les grandes sectes vient de frapper à leur porte, prouvant que personne ne peut échapper à la guerre. Pris de panique, Y-Jun ordonne à Chiatao de rassembler leurs affaires au plus vite afin de mettre les voiles dès la nuit tombée. Alors qu'il s'enfonce à toute vitesse au cœur de la forêt sombre, il lui avoue avoir abandonné le monde de la cultivation magique dans le seul but de pouvoir vieillir sereinement à ses côtés. Touchée en plein cœur par cette déclaration romantique, la jeune femme rougit intensément, c'est la toute première fois que son époux lui exprime ses sentiments de manière aussi directe. Serrant sa main de toutes ses forces, elle lui promet de le suivre n'importe où, peu importe le toit sous lequel ils devront repartir de zéro. En vérité, le jeune homme maudit sa poisse d'être un réincarné dont le « système » ne cesse de bugueur, tout cela à cause de son absence totale de talent. Par le passé, il avait tenté d'intégrer une prestigieuse école d'escrime mais s'était fait recaler sans ménagement, il avait ensuite tenté sa chance auprès de cultiveurs adeptes de la force brute, mais avait été rejeté en raison de sa constitution trop fragile. Enragé par tous ces échecs répétés, il s'était demandé à quoi bon se réincarner dans un monde fantastique s'il ne pouvait même pas maîtriser la moindre compétence épique. De retour au présent, un cri retentit à travers les arbres, exigeant du couple qu'il s'arrête sur le champ. Leur coupant la route d'un air imposant et impitoyable se dresse Ningbing, la grande maîtresse de la secte de la Jade Céleste. L'une de ses disciples reconnaît immédiatement la tenue du protagoniste et demande à sa supérieure l'autorisation d'exécuter ce rôdeur ennemi sans sommation. D'un calme glacial, la maîtresse ordonne à ses troupes de patienter un instant avant d'abattre leur cible. Sans perdre un instant, l'un des gardes s'élance et lui assène un violent coup de poing en plein visage. Pris par surprise, le jeune homme s'effondre lourdement au sol, mordre la poussière. Le fixant de haut, le grand maître lui propose d'épargner sa vie s'il accepte de leur livrer les plans stratégiques de sa faction, ensanglanté et à bout de force. Y-Jun se moque de sa naïveté et lui rappelle qu'un simple subalterne dans son genre n'a jamais eu accès aux secrets militaires. Agacée par cette insolence, la femme aux cheveux blancs perd patience et met fin à l'interrogatoire. Voyant là une occasion de briller, la disciple blonde demande la permission d'éliminer ce nuisible, ce que sa maîtresse lui accorde immédiatement. Paniqué à la vue de la lame brandie, Chiatao s'interpose en pleurant et supplie qu'on le prête foi, jurant de toutes ses forces qu'il est un homme bon. L'exécutrice s'approche, lâchant un commentaire venimeux sur cette pitoyable scène d'affection ennemie. Sans la moindre hésitation, la cruelle disciple poignarde sauvagement la pauvre fille de la campagne. Le monde du protagoniste s'effondre instantanément, ses yeux écarquillés assistent impuissants à cette horreur innommable. Il hurle son nom à s'en arracher les poumons tandis que le corps fragile de sa bien-aimée s'enfonce dans un sommeil éternel sur l'herbe froide. Rampant désespérément dans la boue, le jeune homme ne comprend pas pourquoi ils se sont attaqués à une innocente qui ne faisait même pas partie de cette guerre. Rongé par une haine pure, le protagoniste réincarné fusille ses agresseurs du regard, exigeant de savoir pourquoi ils ont impliqué une civile. Avec une froideur déconcertante, l'agresseur réplique que n'importe quelle femme fréquentant une faction ennemie mérite d'être effacée de la surface de la terre. Pour toute réponse à cette barbarie, Y-Jun rassemble ses forces et lui crache violemment au visage. Hors de lui, Y-Jun dénonce la logique pervertie de ces soi-disant justiciers,
jurant qu'il préfère mourir plutôt que d'aider des êtres aussi ignobles, un affront qui lui coûte cher, le sabre s'abat immédiatement sur lui entaillant le visage sans la moindre miséricorde. L'assaut impitoyable transperce ensuite sa poitrine, lui infligeant une blessure mortelle et achevant sauvagement le jeune homme. Il s'effondre dans son propre sang, juste à côté de son épouse, maudissant ses hypocrites dans un dernier soupir, il rend l'âme, essuyant élégamment sa lame, la maîtresse déclare froidement que des mesures extrêmes sont indispensables pour purifier le monde du mal. Aveuglés par leur dévouement fanatique, les disciples s'inclinent, buvant sans ciller les paroles de leur leader pour justifier ce massacre. Satisfaits de leur raid nocturne, ils s'envolent dans les airs, abandonnant les deux dépouilles dans les bois comme de simples détritus. Au seuil de la mort, l'esprit du jeune homme jure une vengeance sanglante envers Beningbing s'il lui est donné de revenir à la vie. Soudain, une interface holographique s'illumine, détectant une obsession hors du commun, le système s'active et commence à réparer ses données, la ligne temporelle bascule alors brusquement vers une journée ensoleillée au cœur de l'imposante forteresse de sa secte. Haletant et déboussolé, le jeune homme ouvre les yeux dans un lit majestueux, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Se redressant d'un bond, il inspecte son corps, abasourdi d'être en vie, indemne, et plongé dans un tel luxe. Ses pensées tumultueuses sont interrompues par une douce voix féminine qui se réjouit de voir le jeune maître enfin réveillé. Une superbe femme arborant une tenue particulièrement suggestive s'approche du lit, dégageant une aura d'une sensualité troublante. Elle se présente sous le nom de Fan Gingin et lui explique qu'il a frôlé la mort, mais qu'elle a réussi à le soigner grâce à sa méthode d'entraînement spéciale, pour le moins intime. S'approchant dangereusement de lui jusqu'à briser toute distance, l'aîné lui conseille de ne pas forcer sur son corps, avant de lui annoncer joyeusement que la guerre s'est achevée par leur victoire. Ravie de lui raconter les détails, elle lui révèle que les troupes de Ningbing ont tenté une attaque surprise, mais qu'elles se sont faites massacrer par leur maître, la secte ennemie a été totalement anéantie, et leurs assaillants sont désormais hors d'état de nuire. Mais Y-Jun n'en a rien à faire de cette victoire, il agrippe son torse, encore sous le choc d'être en vie et d'avoir guéri si soudainement. Serrant les dents à enseigner, une soif de vengeance dévorante brûle dans son cœur au souvenir du visage de la femme aux cheveux blancs, déterminée à régler ses comptes, il se jure que même si elle est blessée, c'est de sa propre main qu'il l'enverra dans l'au-delà. Revêtant ses habits en hâte, le protagoniste se dirige d'un pas lourd vers la sortie sans se retourner. Mais deux bras enraient sa fuite, l'aîné l'agrippe par derrière et le retient fermement, utilisant sa magie pour le plaquer à nouveau sur le lit, elle lui murmure à l'oreille que son soin spécial ne fait que commencer. Affichant un regard de prédatrice, la jeune femme lui garantit que s'il doit quitter cette pièce aujourd'hui, ce sera vidé de toutes ses forces, mais de la manière la plus plaisante qui soit. En sueur, le jeune homme réalise le danger mortel dans lequel il se trouve, avec son faible niveau de cultivation, il va se faire dévorer tout cru par cette séductrice. C'est alors qu'au sommet de sa panique, une notification bleue clignote dans les airs, annonçant l'activation du système de correction de personnalité. Stupéfait par ce miracle inespéré, Y-Jun fronce les sourcils devant cette fenêtre pop-up surgie de nulle part, lisant les lignes à voix haute d'un air perplexe, il essaie de comprendre comment fonctionne concrètement ce système censé corriger la personnalité de ses cibles. Le texte explicatif va droit au but, sa mission consiste à apprivoiser et rééduquer quiconque fait preuve de malveillance à son encontre, avec de précieuses récompenses à la clé à chaque étape franchie. Totalement aveugle à l'interface flottante, l'aîné plaque impitoyablement le novice sur le lit, trouvant amusant qu'il tente de résister à l'inévitable. Alors que la jeune femme s'apprête avec impatience à soumettre sa proie, le panneau verrouille ses statistiques et la désigne comme la cible idéale à corriger, dérouté par ce soudain changement d'attitude, Gingin se demande ce qui lui prend. Agacé par la lenteur de son système, Y-Jun maudit l'interface pour son arrivée tardive et lui ordonne d'exécuter la procédure immédiatement. À cet instant précis, des chaînes d'énergie surgissent du néant et ligotent entièrement la séductrice. Projetée dans un espace virtuel mystérieux, la jeune femme n'a aucune idée de quel sortilège bizarre il s'agit, prise de panique devant la situation, elle supplie le jeune homme d'arrêter cette folie sur le champ. Fixant le portail, le protagoniste déplore avec amertume que si ce pouvoir s'était éveillé plus tôt, sa fiancée serait encore en vie. La douleur de la perte lui déchire le cœur, assombrissant terriblement son visage. Sur ce, il s'avance d'un pas déterminé et franchit la faille lumineuse générée par le système. Il émerge dans un couloir sombre bordé de cellules, le jeune homme essaie de deviner s'il s'agit d'une sorte de prison magique. L'interface intervient aussitôt, lui précisant que ces cellules sont verrouillées et nécessitent des conditions spécifiques pour être débloquées. Déjà suspendu par les chaînes dans une posture très inconfortable, l'aîné lui demande furieusement quel genre d'artefact il a utilisé pour la paralyser. Ignorant royalement sa captive, le protagoniste se concentre sur le grand écran pour comprendre l'attribution des récompenses. Les règles indiquent que l'élimination directe rapporte peu de points,
tandis que la méthode de rééducation permet d'obtenir des trésors de premier ordre. Tremblante de terreur, la jeune femme fond en larmes et supplie de savoir ce qu'il compte faire d'elle, pendant que l'écran demande au joueur de choisir son option. Le panneau précise qu'une extraction d'énergie directe lui apporterait un net gain de puissance, poussant le jeune homme à peser le pour et le contre. Exaspérée par son silence glacial, la prisonnière hurle de ne pas être ignorée, alors que le panneau le met en garde contre l'option de conversion totale. En parcourant l'écran, le jeune homme analyse les alléchantes récompenses à la clé, mais il réalise bien vite qu'il n'a pas le temps de jouer les éducateurs avec elle pour le moment. Décidé à renforcer sa puissance au plus vite, le protagoniste invoque une pluie d'épées d'énergie pour achever la cible et rafler le bonus. Face à ce châtiment imminent, la malheureuse pousse un cri de désespoir, voyant sa fin approcher. En pleurs, elle implore sa clémence, lui promettant de devenir sa plus fidèle servante s'il lui laisse la vie sauve. La lame s'arrête net à quelques centimètres de son visage, laissant la captive en sueur. C'est à cet instant précis que le système déclenche une alerte d'urgence, une présence approche dans le monde réel. Sans demander son reste, l'esprit du jeune homme est immédiatement réexpédié dans son corps par mesure de sécurité. Laissée seule dans ce donjon virtuel, la prisonnière reste ligotée, les épées toujours braquées sur elle, soulagée d'avoir échappé à une mort certaine, elle pousse un immense soupir en voyant la jauge du système se remplir à moitié. De retour dans la réalité, la porte de la chambre est fracassée par un cultiveur agacé qui réclame du renfort pour la ligne de front. L'intrus s'arrête, déconcerté de ne trouver que la nouvelle recrue, et lui demande où est passé l'aîné. Gardant son sang-froid, le protagoniste improvise une excuse sur le champ. Conservant un visage de marbre, il affirme que la dame a trouvé un endroit calme pour se lancer dans une session de méditation intensive. N'ayant pas une seconde à perdre, le cultiveur attrape le bras du jeune homme, décrétant qu'il fera l'affaire en tant que chair à canon. Entraîné dans les airs aux côtés des autres membres, le protagoniste s'efforce de maintenir sa formation de vol magique. Son compagnon lui explique alors que l'escouade a pour mission d'encercler et de capturer Ningbing, la chef ennemie. Il faut dire que cette escrimeuse a fait des ravages la nuit précédente, décimant sans pitié les rangs de leur faction. À l'entente de ce nom, le sang du jeune homme ne fait qu'un tour, il trépigne de rage, stupéfait d'obtenir l'occasion de venger son épouse si tôt. Atterrissant au fond d'un canyon sombre, une armée entière de cultiveurs est déjà déployée, attendant le signal pour donner l'assaut. L'un des supérieurs ordonne à tout le monde de se mettre en rang et d'attendre les instructions du chef. En chuchotant dans les rangs, certains disciples ont la sinistre impression de faire la queue pour l'abattoir. Mais un cultiveur trop enthousiaste leur rappelle que s'ils capturent la chef ennemie vivante, ils pourront se partager sa légendaire beauté en guise de trophée. C'est à cet instant que le système réapparaît dans l'esprit du protagoniste, le félicitant pour les progrès accomplis dans la rééducation de l'aîné. Une vague d'énergie pure traverse soudain son corps, faisant grimper en flèche son niveau de cultivation. Le disciple à ses côtés s'étonne de ce bond soudain de puissance, mais Y-Joule prétexte qu'il s'agit simplement de l'adrénaline avant la bataille. Intrigué par ce gain de puissance gratuit, il se demande comment sa captive a pu céder à ce point alors qu'il n'a même pas levé le petit doigt sur elle dans le donjon. Leurs murmures sont brusquement interrompus lorsqu'une voix retentissante impose un silence absolu dans toute la vallée. Un groupe de hauts dignitaires apparaît au sommet du surplomb rocheux, et l'assemblée s'incline respectueusement pour accueillir le grand maître de la secte. Dégageant une aura violette intimidante, le chef Shaoyi aussi impose sa présence avec une autorité écrasante. Oppressé par la pression spirituelle étouffante du vieil homme, le protagoniste recule d'un pas au milieu de la foule des disciples. D'un geste de la main, le grand maître fait signe à la foule d'abréger les formalités inutiles. Les disciples expriment bruyamment leur gratitude envers le souverain pour cet honneur, rivalisant de déférence. Peu après, les officiers distribuent de mystérieuses pilules rouges, promettant qu'elles décupleront la force de chaque combattant. Observant la petite pilule au creux de sa main, Y-Joule se méfie immédiatement, son compagnon l'incite à l'avaler sans attendre pour charger en première ligne, mais le jeune homme sait pertinemment que personne ne distribue de véritables cadeaux dans ce monde. Du haut du rocher, le maître pousse un cri de guerre retentissant, donnant le signal du raid. Simulant l'ingestion d'une main experte, le jeune homme fait semblant d'avaler la pilule, la dissimulant habilement contre sa joue. Le grand maître annonce à la troupe que leur cible est déjà grièvement blessée et au bord de l'épuisement. Il leur garantit qu'une attaque soutenue et simultanée scellera la victoire sans le moindre doute. Guidée par la cupidité et une soif de sang, l'armée se ruait en avant, prête à fondre sur sa proie dans une hystérie collective. Anesthésiés par la promesse de gloire et aveuglés par le discours de leur chef, les cultiveurs se jettent tête baissée dans le piège sans poser de questions. Restant en retrait, Y-Joule refuse de se laisser porter par cette folie meurtrière, conscient de la véritable nature de cette mascarade. Gêné par la barbarie de ses propres alliés, il se concentre sur son véritable objectif, la vengeance de sa bien-aimée.
Le protagoniste se jure solennellement d'enfermer l'assassine aux cheveux blancs dans sa prison virtuelle pour lui faire payer ses crimes. De son côté, l'escrimeuse Ningbing contemple avec un dégoût profond cette horde de misérables qui s'avance vers elle. Alors que les assaillants se ruent sur elle, l'escrimeuse dégaine sa lame et libère une vague d'énergie colossale. Traitant cette troupe de crétins arrogants avec le plus grand mépris, la jeune femme prouve qu'elle est loin d'être tirée d'affaire. Le sourire sadique de l'un des disciples s'efface instantanément en voyant l'éclat verdâtre mortel foncer droit sur lui. L'impact balaie la ligne de front en un clin d'œil, fauchant les combattants comme de simples fétus de paille. Tapi derrière un imposant rocher, le protagoniste reste sous le choc face à la puissance destructrice de cette attaque. En sueur, il réalise que s'avancer maintenant serait un pur suicide. Cette femme reste un véritable monstre. Mais sur le champ de bataille, les corps mutilés se mettent soudain à gonfler et à palpiter d'une façon répugnante. L'épéiste recule, prise de stupeur, ignorant tout de ce qui arrive à ses dépouilles. Une explosion dévastatrice ravage la zone, engloutissant la jeune femme dans une onde de choc d'une violence inouïe. Incapable de se maintenir debout, elle s'effondre à genoux, complètement vidée de ses forces. Elle découvre à ses dépens que ces cadavres n'étaient que de véritables bombes humaines, libérant désormais une inquiétante brume rosâtre. Toussant au milieu de cette vapeur suspecte, la guerrière comprend qu'elle est tombée dans un piège toxique redoutable. Quand l'un des sbires demande s'il faut lancer le filet, le grand maître lui ordonne de patienter, déclarant avec assurance que l'explosion des corps n'était qu'un simple apéritif. Affichant sa cruauté sans retenue, le vieil homme explique que le véritable piège réside dans ce brouillard de sang infusé d'un poison aphrodisiaque d'une violence extrême. Ningbing commence à halter lourdement, subissant de plein fouet les effets ravageurs de la substance. L'escrimeuse est totalement désemparée en sentant sa température corporelle monter en flèche. Caché à proximité, Y-Jun crache un filet de sang, encore secoué par le contre-coup de la déflagration. Le jeune homme comprend enfin la véritable nature de la pilule que les recrues devaient ingérer pour servir de catalyseur à ce gaz toxique. Réalisant l'ignominie du plan, il observe la scène, tapi dans l'ombre. Le poison dissous dans l'air est conçu pour neutraliser l'énergie spirituelle de sa cible tout en embrasant ses sens, la rendant totalement vulnérable. Cependant, Y-Jun sait qu'il ne peut pas laisser cette horde d'ordures mettre la main sur elle, c'est à lui seul de soumettre cette femme grâce à son système. Au même moment, l'interface signale que la jauge d'hostilité de Ningbing atteint 50%, comprenant la mécanique, il décide d'élever sa haine au niveau maximum par tous les moyens. Provocateur, Y-Jun lui demande d'un ton narquois si la toute-puissante maîtresse en est réduite à passer ses nerfs sur un simple subalterne. Il enfonce le clou en lui rappelant que son armée a été réduite en poussière, lui suggérant d'abandonner les armes et de se rendre. Hors d'elle, la jeune femme lui ordonne de se taire et déchaîne une violente onde d'énergie verdâtre dans sa direction. Dévorée par la rage, elle maudit le jeune homme et jure qu'elle n'a été réduite à cet état pitoyable que parce qu'elle a été trahie par ses propres alliés. L'escrimeuse promet d'exterminer la secte entière ainsi que tous les traîtres, en commençant par écraser cette vermine qui l'insulte. Projetant un rayon de lumière dévastateur, elle lui hurle d'aller en enfer. Pile au bon moment, le système l'alerte que sa colère augmente, bien qu'il manque encore un dernier effort pour franchir le seuil. Voyant la frappe massive déferler sur lui, le jeune homme écarquille les yeux, réalisant que la situation lui glisse entre les mains. Dans un choc apocalyptique, l'énergie pulvérisait le flanc de la montagne, projetant des rochers à des kilomètres dans un déluge de destruction brute. Mais aussitôt l'attaque portée, la main de la guerrière lâche la poignée de sa lame, totalement vidée de ses forces. Ningbing s'effondre à genoux, ne tenant debout que grâce à son épée plantée dans le sol. Y-Jun peste entre ses dents, la jauge d'hostilité n'est toujours pas assez haute pour déclencher la capture automatique. Un silence de mort s'installe dans le canyon ravagé, troublé seulement par le glissement de quelques pierres. Émergeant du nuage de poussière sans la moindre égratignure, le protagoniste s'avance d'un pas nonchalant vers son ennemi à terre. Désorienté, la chef se demande où est passée toute sa puissance tandis que le jeune homme réduit la distance. Le poison atteint son paroxysme, plongeant la jeune femme dans une chaleur insupportable qu'elle ne parvient plus à contenir. Cédant malgré elle aux effets toxiques de la vapeur rose, elle halète lourdement, perdant tout contrôle de son corps. À l'extérieur du ravin, le vieil homme remarque que la proie est désormais terrassée par le poison. Il ordonne à ses hommes de ne pas intervenir et de la laisser souffrir, comptant lui-même entrer en scène plus tard pour lui appliquer son traitement bien à lui. Tandis que les vilains patientent, des gémissements étouffés résonnent depuis le fond de la cavité, preuve que la toxine fait de ravages. S'écroulant sur la roche froide, la guerrière mène un combat perdu d'avance contre les effets du gaz. À 2 pas de là, Y-Jun profite de la dense concentration d'énergie spirituelle pour méditer et renforcer son propre niveau. En ouvrant les yeux, il constate avec ravissement qu'en à peine 1 heure, sa puissance physique a fait un bond prodigieux. En observant la jeune femme, il réalise que sa constitution magique unique émet un flux d'énergie passif extrêmement bénéfique pour quiconque se trouve à ses côtés.
Ayant profité de ce véritable bonus d'énergie gratuit, sans lever le petit doigt, le protagoniste réincarné feint l'innocence face à cette situation embarrassante. Jouant la carte de la victime, il prétend qu'un pauvre novice comme lui ne pouvait que subir passivement l'influence énergétique d'une guerrière d'un tel niveau. D'un ton éhonté, le jeune homme soutient carrément que c'est elle qui l'a contraint à subir cette épreuve intense. En entendant une excuse aussi absurde et scandaleuse, l'esprit de Ningbing disjoncte sous l'effet d'une haine pure et dévorante. Guidé par un instinct meurtrier, sa main tremblante se referme fermement sur la garde de son épée. Entourée d'une aura mortelle, elle lui demande avec fureur s'il croyait vraiment pouvoir s'en sortir indemne après avoir profité d'elle de la sorte. Se rendoquant avec un regard assassin, la guerrière réclame sa tête, c'est le déclic, le système émet un signal sonore confirmant que la malveillance a enfin atteint 100%. L'interface affiche les statistiques légendaires de la chef ennemie, la valablement qualifiée de cible prioritaire, mais à la grande horreur du jeune homme, le système renvoie un message d'erreur, la prison est pleine, le laissant sans défense face à la frappe imminente. Sueur froide au front, alors que la lame frôle son cou, le protagoniste hurle à l'application d'éjecter la prisonnière précédente pour libérer une place au plus vite. Obéissant à l'ordre, le portail recrache brusquement Fan Gingin de nulle part, catapultant la pauvre aînée en plein milieu du feu croisé. Avant que le sabre ne puisse frapper, d'épaisses chaînes virtuelles jaillissent du néant et garrottent complètement le corps de Ningbing, tendant la main désespérément, Jun ordonne au système d'exécuter la capture une bonne fois pour toutes. Incapable de résister, la fière chef de secte est engloutie dans un éclat de lumière bleue et disparaît instantanément du monde réel. De retour en sécurité dans l'espace mental du système, le protagoniste réincarné pousse un immense soupir de soulagement après avoir frôlé le game over d'une fraction de seconde. Rempli d'assurance, le jeune homme se réjouit en réalisant que sa vengeance commence officiellement. Tout autour de lui, l'atmosphère sombre de la pièce révèle un mur garni d'instruments de punition, instaurant un climat particulièrement oppressant. Enchaînée à un poteau en bois, la guerrière se débat désespérément, cherchant à comprendre quel est cet endroit étrange et pourquoi son pouvoir spirituel refuse de répondre. S'avançant tranquillement, Jun lui conseille d'arrêter de s'agiter, lui rappelant qu'ici tout lui appartient, y compris sa vie. Outrée par tant d'insolence, elle exige de savoir qui il est et comment un être aussi insignifiant a pu réaliser un tel tour de magie. Pour lui faire ravaler son orgueil, Jun frappe violemment le cadre en bois, lui flanquant une peur bleue. Lui empoignant fermement le menton, il l'avertit que vu sa situation, elle a perdu le droit de poser des questions. En consultant l'interface flottante, le protagoniste en salive d'avance, apprivoiser la chef ennemie lui débloquera une soumission totale ainsi qu'une compétence de tir dévastatrice. Plongeant son regard dans les yeux vaincus de son adversaire, il se dit que le butin de cette capture dépasse toutes ses espérances, et pour empocher le bonus maximal au plus vite, sa main fait apparaître un fouet en cuir soigneusement confectionné. Affichant une mine ténébreuse, le protagoniste déclare qu'il va devoir faire preuve d'une rigueur absolue pour discipliner sa nouvelle élève rebelle. Face à l'instrument de punition, la fière dirigeante perd toute son assurance et le supplie désespérément de n'en rien faire. Mais au moment où les choses sérieuses allaient commencer, une alerte rouge clignote pour signaler la présence d'intrus à proximité. Agacé par ce contretemps, le jeune homme maudit cette interruption imprévue. Dans le monde réel, une violente déflagration magique fait voler en éclats l'entrée scellée de la grotte, des rochers sont pulvérisés sous l'impact d'une force brute démesurée. À travers le nuage de poussière, les silhouettes imposantes du grand maître et de son escorte font une entrée fracassante. Soudain, Jun sent une sueur froide lui couler dans le dos en percevant l'aura écrasante du chef suprême. Le jeune homme réalise avec effroi que la seule issue du tunnel est totalement verrouillée par les hauts dignitaires. N'ayant aucun moyen de fuir, le protagoniste rassemble toute l'énergie rougeâtre qu'il vient de gagner pour vendre chèrement sa peau. Cependant, ce brusque afflux de puissance le fait cracher du sang, son corps n'est pas encore prêt à canaliser une telle force. Pendant ce temps, le grand maître ordonne de dissiper le reste de la brume et balaie la pièce d'une onde de choc violette. Une fois la poussière retombée, l'escouade d'assaut découvre une scène déconcertante sur le sol de la caverne. Tremblant sur ses jambes, un subalterne rapporte au vieil homme qu'il ne reste que 2 survivants à l'intérieur. Poussant le maître à exiger des explications, le disciple bafouille alors que la jeune femme étendue au sol n'est pas leur cible initiale. Éjecté du donjon, l'aîné Gingin reprend conscience, complètement perdu. Le grand maître fronce les sourcils, intrigué par l'absence de la chef ennemie qu'il traquait sans relâche. Les sbires murmurent entre eux, déroutés de trouver leur propre alliée inconsciente à la place de la redoutable escrimeuse aux cheveux blancs. L'un des lieutenants rappelle que leur chef avait élaboré tout ce plan pour capturer la plus belle femme des factions adverses. En entendant ces propos, la pauvre Gingin, encore étourdie au sol, ne comprend plus rien à la situation. Soudain, le grand maître éclate d'un rire démentiel qui résonne dans toute la grotte, toisant l'aîné de haut. Il lui demande combien de temps elle compte jouer la comédie, jurant que son déguisement ne trompera pas son regard expert.
Sans le moindre avertissement, le vieil homme déchire sauvagement une partie des vêtements de la jeune femme pour l'examiner de plus près. Paniqué et humilié, Gingin hurle au maître qu'il commet une terrible erreur et qu'elle est bel et bien sa fidèle disciple. Pendant ce temps, Y-Jun observe la scène en silence, calculant rapidement quelle fausse histoire il va pouvoir improviser pour se tirer d'affaire. Le grand maître balaie ses dénégations d'un geste et pointe du doigt le protagoniste réincarné, rappelant à la troupe qu'il y a un témoin direct de la scène. Rempli de rage, Gingin fusille le novice du regard, réalisant que toute cette humiliation est due à sa présence. Hors d'elle, elle se précipite vers Y-Jun pour lui faire payer, mais avant même de pouvoir le toucher, un éclair violet foudroie la jeune femme sur le cou. Le vieil homme accuse alors l'agresseuse d'avoir voulu éliminer le témoin. Saisissant Y-Jun par le menton, le chef suprême lui ordonne de reprendre ses esprits et d'ouvrir les yeux. Tenu fermement, le jeune homme décide de jouer la carte de la soumission docile, sachant que c'est le meilleur moyen d'éviter d'être exécuté à son tour. Toussant avec exagération pour ajouter un peu de drame, Y-Jun remercie l'aîné pour sa protection. Le grand maître lui ordonne alors de raconter exactement ce qui s'est passé dans cette grotte. Sans hésiter, la nouvelle recrue invente un récit sur mesure. Il prétend qu'à son arrivée, il a vu la chef ennemie être grièvement blessée par l'explosion, mais qu'elle a utilisé une technique interdite. Après une pause dramatique pour captiver son auditoire, ce menteur éhonté prépare le terrain pour sa plus grande entourloupe. Sans scier, il affirme que la chef ennemie a utilisé un sort d'illusion pour prendre les traits de l'aîné Gingin avant de sombrer. Le grand maître éclate de rire, pleinement satisfait par cette confirmation, tandis que la pauvre victime est immédiatement ficelée comme une criminelle. Le vieillard donne l'ordre d'embarquer la prétendue captive, promettant de lui faire subir un entraînement intensif très douteux dès la fin des hostilités. Fort de son entraînement, la jeune fille jure intérieurement de hanter le novice jusqu'à la fin de ses jours, mais le jeune homme trouve cela amusant. Ce sont mes perspectives de carrière qui le sont beaucoup moins. À présent, en enlaçant le patron, l'ancien vante la clairvoyance du maître et suggère de regagner le camp militaire sans tarder. Tout à coup, le guide suprême s'interrompt net. Il demande comment le reste de la troupe a été pulvérisé en feu d'artifice à cause de la pilule, alors que ce gamin demeure totalement intact. Un regard effrayant et plein de méfiance se fixe directement sur le visage du protagoniste. Noyant sous la sueur due à la pression, le jeune homme réincarné réalise qu'il se trouve dans une situation critique et qu'il lui faut une excuse de génie sur le champ. Simulant la souffrance, il prétend avoir ingéré la pilule, mon animal, puis avoir ressenti une lueur de brûlure extrême avant d'être frappé par l'ennemi, ce qui aurait simplement décuplé sa force sous l'effet du remède. En disséquant la déclaration, l'un des anciens confirme que le gamin a gagné en puissance de manière inexpliquée et émet l'hypothèse d'une immunité naturelle contre les substances louches. Sautant sur l'occasion, le département d'alchimie se met en quête d'un nouveau cobaye. Le maître affiche un sourire rempli de mauvaises intentions. En tapotant lourdement l'épaule du jeune homme, le grand chef scelle immédiatement le destin du survivant. D'un ton solennel, le maître annonce qu'à compter d'aujourd'hui, le novice devient son élève particulier. Le jeune homme est abasourdi par cette promotion soudaine. Sans perdre un instant, Y-Jun s'agenouille pour l'exprimer sa gratitude pour un tel honneur, jurant de s'épuiser à la tâche. L'aîné s'en esclaffe et lui dit de se relever afin qu'il puisse prendre la route. En baissant le regard, le héros sait pertinemment que ces vieillards trament quelque chose, mais l'urgence absolue reste de rester en vie. Sillonnant les cieux sur leurs épées enchantées, l'escouade fend l'air, abandonnant la caverne dévastée derrière elle dans la poussière. En atteignant la base militaire de première ligne, il se pose directement au centre de la vaste cour du pavillon d'alchimie. Le protagoniste réincarné contemple le colossal chaudron situé au milieu, percevant une atmosphère particulièrement lourde. Affichant un faux sourire, l'ancien annonce que le maître réserve déjà une mission spéciale à son nouvel élève. Le rookie perçoit immédiatement les ondes malveillantes. Jouant le jeu, le jeune homme demande poliment ses instructions, tout en planifiant secrètement de déguerpir au moindre dérapage. Le vieil alchimiste fouille dans ses vêtements, avertissant qu'il mettra sans hésitation les capacités du gamin à l'épreuve. En lui tendant une main remplie de petites billes hautement suspectes, le supérieur lui ordonne de toutes les ingurgiter d'un coup. Un choc absolu se lit sur le visage du protagoniste. Cherchant à se défiler, le jeune homme affirme que son niveau est bien trop faible pour gâcher des remèdes aussi précieux. L'ancien se moque de lui, demandant si le petit cobaye a la frousse en observant la poignée de pilules luisant d'un verre radioactif. Y-Jun comprend enfin son rôle. Le titre de disciple n'était qu'une couverture pour servir de sujet d'expérimentation humaine. Bégayant, il tente de dénicher un autre prétexte. Poussant l'alchimiste à bout de patience, ce dernier frappe violemment la table, demandant si cette prétendue immunité avait des limites. En le dévisageant, le vieillard lui remémore le sort réservé à ceux qui mentent au chef. Le protagoniste réincarné réalise qu'il ne doit plus éveiller aucun soupçon. Résigné face à sa poisse, le jeune homme saisit l'une des pilules, se disant qu'il doit tenter le tout pour le tout. Enjoué, l'alchimiste lui ordonne de la consommer lentement pour qu'il puisse répertorier chaque effet secondaire.
le jeune homme demeure muet d'effroi face au danger. Pendant que le vieillard le fixe intensément, le protagoniste réincarné se creuse les méninges pour élaborer une ruse afin de feindre l'ingestion du poison sans se faire prendre. C'est précisément à cet instant qu'une déflagration colossale fait trembler tout l'édifice, flanquant une peur bleue aux dirigeants. Un subalterne accourt pris de panique pour annoncer que le clan adverse lance une offensive générale sur le campement. L'ancien peste contre ce timing détestable. Profitant de cette inestimable distraction, le jeune homme suggère au maître d'aller prendre la tête des opérations de défense pendant qu'il effectue les tests médicaux en solo. Le vieillard acquiesce, ordonne à son élève de méditer et mobilise aussitôt l'ensemble des troupes sur le front. Une fois isolé dans la pièce, le protagoniste pousse un immense soupir de soulagement, conscient que les affrontements extérieurs deviennent sa porte de sortie idéale. Inspectant les étagères remplies, il choisit d'alléger intégralement la réserve de médicaments précieux avant de fuir. Pour accélérer le pillage, le jeune homme active le système et appuie sur la commande pour faire sortir le chef ennemi de l'espace virtuel. Dans un embrasement de lumière, Bai Ningbing touche le sol, semblant totalement exténuée par son séjour là-dedans. La jeune combattante à l'épée inspire profondément, tellement soulagée d'avoir quitté ce donjon cauchemardesque. Tirant sur ses entraves au cou, Zheng lui rappelle qu'elle ne se soustraira jamais à sa domination. La jeune femme déglutit péniblement sous la pression. Le protagoniste réincarné lui ordonne d'organiser les bonnes pilules et de jeter les plus douteuses au rebut. La dirigeante semble complètement déroutée par cette consigne absurde. Vexée, elle déplore son incapacité à ranger les remèdes puisque ses sous-fifres accomplissaient toujours les corvées. En secouant la laisse, le jeune homme lui ordonne de mettre de côté ses manières de diva et de se mettre à l'ouvrage. La puissante chef subit l'humiliation de devenir la servante d'un débutant. En fouillant, l'épéiste repère un élément très suspect entre les mains de son maître. Elle s'aperçoit que le jeune homme manipule une pilule bien particulière avec un air extrêmement fébrile. En affichant un sourire, la dirigeante déduit qu'il s'agit sûrement d'un remède surpuissant capable de restaurer ses capacités magiques, tandis que le protagoniste contrôle une fiole sur un rayon. La prisonnière s'insinue discrètement dans son dos. Et, si la machine est chaude, la machine est chaude, la seule c'est les tigrettes de la pilule et je peux la récupérer toute prête. Teko Sarumahu le Kakak Nagior, na engageant Igil pour Itin, maintenant le médicament du Meki et la perte de récupération. Le Ikita s'excite, Yijang j'en suis ainsi tu te bats, nettoie et nettoie avec ce Makated. Ensoleillé et tremblant, il est aussi prêt à détester les prédictions, le Apowan qui odlo le jackpot, Skenin la mésange. Dia Kon Mandangala ou Mabawin lorsqu'une onde rose foudroyante jaillit de son organisme, affolant complètement son rythme cardiaque, en sueur froide, la téméraire guerrière comprend qu'elle a commis une monumentale erreur en lui dérobant ses friandises. Souffrant affreusement à mesure que la température grimpe, elle constate que sa magie demeure scellée, mais que quelque chose de bien plus redoutable vient d'émerger. Devenant écarlate, la jeune femme allait péniblement, identifiant les symptômes de cet aphrodisiaque d'une puissance extrême. Observant la cible s'effondrer dans un état lamentable, le jeune homme bénit sa bonne étoile de ne pas avoir avalé la pilule expérimentale du vieux vicieux. Tremblant de tout son corps, la chef ne résiste plus à la pression et agrippe la manche du protagoniste pour sauver sa peau. Submergée par le puissant stimulant, la belle implore le garçon de manière explicite pour apaiser cette chaleur étouffante. Avec une ironie mordante, Jun lui remémore que la grande chef cherchait à s'enfuir à peine quelques minutes plus tôt. Il lui demande si elle a vraiment l'audace de quémander son aide à présent. Totalement terrassée par cette situation embarrassante, Bing refoule son orgueil et murmure qu'elle a commis une lourde faute. Tirant pleinement parti des événements, le maître de cérémonie lui demande si elle reconnaît sincèrement ses torts. Elle doit le prouver en adoptant une posture nettement plus soumise. La honte envahit totalement la jeune femme qui hésite grandement face à une exigence aussi poussée. Vaincue par l'effet dévorant de cette alchimie douteuse, elle réclame une vraie punition pendant que le système signale la progression du reconditionnement et lui octroie un bonus. S'amusant de sa détresse, l'autre réincarné se moque du fait que la célèbre dirigeante du clan vertueux ressemble désormais à un chiot frétillant à ses pieds. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire maintenant, que fin d'Aswamin n'ait rien à voir avec les réformateurs, je ne le lâcherai pas. Maintenant, je vais l'emmener au laboratoire pour faire ta cuisse, je vais la soulever et la laisser sécher maintenant. À ceux d'entre nous qui ont pensé pendant le Igil, que nous sommes au milieu du Igil, je ne pourrai pas mâcher et ronger la gorge du verset du poison et ronger le Igil. Menunajin Chaos à Igila, la jeune femme qualifie le novice d'enfoiré, excédé d'avoir capitulé devant l'ennemi, alors que le système confirme la réussite de la phase initiale. Toutefois, l'altercation du duo est coupée net par un bruit sourd venant de l'extérieur. Le jeune homme s'aperçoit promptement que les événements dans la base militaire viennent de prendre une tournure inattendue. Analysant le tumulte par la fenêtre, Jun fait remarquer d'un air détaché qu'il ne s'attendait pas à faire une si belle collecte au milieu de ce capharnaüm. L'interface virtuelle confirme immédiatement son sentiment en lançant une alarme indiquant un affrontement violent à proximité immédiate. À cet instant,
le protagoniste réincarné se rappelle un détail crucial, le bastion subit toujours l'assaut massif des cultivateurs vertueux. Sans hésiter une seconde, le jeune homme déduit que le désordre ambiant constitue son occasion parfaite pour déguerpir de cet endroit cauchemardesque. Balançant quelques habits au visage de sa captive, il lui ordonne de cesser de paresser et de se vêtir promptement pour fuir de concert, mais avant qu'il ne s'éclipse, des lourds froufrous d'allure menaçante écrasent les décombres dehors, annonçant l'arrivée d'un individu dangereux. D'un coup, le sol se dérobe intégralement, précipitant le binôme dans une cavité sombre dans un concert de hurlements. Au cours de cette chute mouvementée, le héros réussit à amortir l'impact en agrippant fermement la jeune femme, souffrant de plus en plus. Jun balaie la zone du regard et constate avec stupeur qu'un sous-sol secret était dissimulé juste sous l'atelier d'alchimie. En invoquant sa magie pyrobolique pour éclairer l'obscurité, le jeune homme est terrifié par le spectacle macabre qui se dresse devant lui. La pièce lugubre regorge de cultivatrices des factions vertueuses, ligotées par des liens, avec un rire digne d'un film d'épouvante. Faisant abstraction du danger, Ningbin se précipite devant lui, anxieuse de s'assurer de l'état de son groupe, enlaçant une jeune fille aux cheveux bleus, la chef fond en larmes, rongée par la culpabilité, se demandant comment son élève préféré a pu atterrir dans une situation aussi sordide. En observant la scène tragique, l'autre réincarné se remémore que ses filles appartiennent au camp ennemi et trouve particulièrement ironique la vitesse avec laquelle la roue a tourné. Les sanglots attirent l'attention de la captive blessée, qui reprend doucement connaissance en entendant cette voix familière dans le noir. À Sewa, la disciple appelle son guide avec une profonde émotion pendant que la guerrière confirme avec soulagement qu'il s'agit bien de son élève, Shaolanji. Attachée d'une façon si dégradante dans ses oubliettes, la pauvre fille parvient à peine à se mouvoir pour enlacer son sauveur, le cœur brisé, la dirigeante de la secte lance une supplique douloureuse pour sa camarade d'armes. Crachant beaucoup de sang, Shaolanji esquisse un faible sourire, affirmant qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle ne serait pas abandonnée. La seconde disciple promet d'une voix brisée que sa maîtresse ne la laissera jamais dépérir aux mains de l'ennemi. Bouleversée par ces tortures cruelles, la jeune femme aux cheveux blancs réalise que son élève a survécu par un pur miracle dans cette tanière de criminels pervers. Après un rapide diagnostic, le jeune homme examine la prisonnière et confirme que ses méridiens spirituels ont été réduits à néant par ses geôliers. Il annonce froidement la terrible nouvelle, la malheureuse est à deux doigts d'y passer définitivement. Le protagoniste réincarné conclut son analyse, révélant qu'elle était sur le point d'être convertie en réserve magique humaine pour les vieux Dravidiennes. Au désespoir, la chef implore le novice de la secourir, promettant n'importe quoi en échange, bien qu'elle sache qu'un boss redoutable a déjà posé ses mains sur la fille. L'épéiste avoue en larmes que ce drame est survenu uniquement parce que sa disciple aînée a conclu un pacte infâme avec les infâmes pour la poignarder dans le dos. Se remémorant le combat, elle a langué Héroclès s'est interposé face à un coup fatal afin de garantir un repli sécurisé à sa maîtresse. Grâce à ce sacrifice poignant, la toute-puissante chef a réussi à s'enfuir et à trouver refuge dans cette caverne isolée. De retour au présent, la jeune femme offre sa propre existence en monnaie d'échange, acceptant de devenir l'esclave magique du garçon si cela permet de sauver sa disciple. Outré par ce spectacle, l'élève blessé hurle sur son maître pour s'être abaissé devant un scélérat, lui rappelant que ce genre d'individu ne tient jamais ses promesses. Encaissant les insultes au passage, le protagoniste réplique, n'appréciant guère l'insolence de la captive. Mais son sourire réapparaît rapidement quand le système retentit, désignant la fille aux cheveux bleus comme une nouvelle cible prête pour le reconditionnement. Saisissant le menton de l'épéiste avec un air goguenard, le jeune homme accepte de tendre la main, tout en précisant qu'il n'agit de la sorte que pour sa propre garde-robe, chuchotant à l'oreille de son nouveau trophée, il exige de la jeune femme qu'elle clame haut et fort à qui elle appartient désormais. Cette demande extravagante laisse la disciple blessée complètement stoïque devant l'impertinence du tyran. À bout de ressources, la vaillante dirigeante ravale sa fierté et crie à plein poumon qu'elle est désormais la propriété exclusive du protagoniste réincarné. Cette révélation stupéfiante fait cracher du sang à l'élève sous le coup de la haine, faisant exploser la jauge de méchanceté du système du jeune homme. Empoignant les cheveux de la jeune dame pour la pousser à bout, Jun lui ordonne d'avouer la vérité, et la pauvre femme admet en pleurant qu'elle n'est rien de plus que son esclave. Assister à l'humiliation de son modèle fait perdre complètement la tête à Xiaolanji dans ses liens, défiant le novice de s'en prendre à elle et de la martyriser à la place de son guide, s'amusant de cette loyauté stérile. Jun balaie ses provocations, leur remémorant qu'elles ont déjà tenté de le découper, et que la roue a désormais tourné. Se postant devant la prisonnière, il affirme haut et fort que les vertueux hypocrites dans leur genre ont urgemment besoin de sa cure de rééducation spéciale. Rajoutant de l'huile sur le feu, le garçon désigne du doigt la dirigeante brisée, raillant le fait qu'elle a elle-même imploré ce triste sort. Agacé par l'attente, le héros vérifie son panneau d'affichage et ne comprend pas pourquoi la haine de la fille n'a pas atteint le niveau maximal, mais son monologue est interrompu par l'explosion brutale du plafond des oubliettes, rappelant au jeune homme que la guerre extérieure ne connaît aucune trêve. À travers les gravois qui s'effondrent,
un commando de cultivateurs vertueux fait une entrée fracassante dans le sous-sol, incitant les captives à crier à l'aide avec espoir. Un coup de lame précis tranche immédiatement les chaînes enchantées, relâchant Shaya-Lanji, qui s'écrase sur le sol rocheux. Faisant preuve de réactivité, le protagoniste réincarné dresse un bouclier de flamme pour abriter son otage des débris, lui intimant de ne pas s'éloigner s'il tient à la vie. Les assaillants découvrent le tableau cauchemardesque des filles enchaînées et sont pris d'horreur face aux horreurs prévues par la secte ennemie. Eux, prenant une posture héroïque, l'INSEE brise cette installation sordide et condamne sur le champ les monstres pervers à être éliminés sans sommation. Déployant un aura verdâtre colossal, l'épéiste se vante d'être le meilleur élément de l'ordre vertueux et jure de mener une vengeance sanglante. En voyant une lame d'énergie géante fondre dans sa direction, le protagoniste réalise que les choses se corsent et qu'engager le combat en solo serait un suicide. Cependant, l'assaut se bloque net en plein vol lorsque le regard de l'Irulax se pose sur la captive du jeune homme et identifie immédiatement la célèbre beauté aux cheveux blancs. Un rictus répugnant se dessine sur le juge, les assaillants plastronnent, estimant que la puissante guerrière a dû perdre sa magie pour se retrouver aux mains d'un misérable novice. Révélant ses réelles intentions pourries, le jeune homme propose à ses acolytes de s'amuser personnellement avec la combattante numéro 1 fragilisée, l'élève blessée et stupéfaite par cette proposition immonde, tandis que Yejun s'étonne de la crédulité de la fille vis-à-vis de ses propres alliés. Les autres gredins prennent le train en marche et se mettent à fixer Shaya-Lanji avec des pulsions malsaines, décrétant qu'elle fera parfaitement l'affaire pour leur basse besogne. Hilar devant cette mascarade, le protagoniste réincarné constate que la justice n'est qu'un paravent et décide d'exploiter ses faux héros pour maximiser la jauge de haine de la disciple. Adoptant une mine cynique, le héros propose une transaction folle, promettant de livrer les deux filles sur un plateau si les individus le laissent filer. Le leader des gredins morts à l'hameçon aussitôt, estimant que le novice fait preuve de pragmatisme en se soumettant, et lui ordonne de faire le guet à l'entrée du sous-sol en traitant déjà les filles comme de simples marchandises. Les faux héros s'avancent en bavant, faisant hurler de dégoût les disciples face à tant de lâcheté. Rongée par une fureur sans borne envers son propre camp, la jeune fille jure d'obséder chacun d'entre eux et commence à consumer son énergie vitale dans une attaque suicide. Cette décharge de haine fait grimper le système à son niveau maximal, et avec un sourire triomphant, le jeune homme se félicite du succès parfait de son piège psychologique. Submergé par un cataclysme de flammes bleues, Shaya-Lanji perd totalement la raison, devenant la ultime capture prête à être verrouillée. Une fois la fille sécurisée, le protagoniste encaisse sa récompense du système, obtenant une épée rouge légendaire baptisée Blood Fluid. Contemplant la lame rutilante, le jeune homme affiche une mine assurée et décide de se servir des faux héros comme cobayes pour tester sa nouvelle arme spirituelle. Sans leur laisser le moindre répit, il fend l'air à travers la pièce, prenant les assaillants au dépourvu. D'un revers fulgurant, le protagoniste réincarné assène un coup mortel à l'un des vauriens, faisant couler le sang à flot. L'arme magique absorbe l'essence vitale du vaincu, et le système indique qu'elle gagne en puissance en se nourrissant de sang, ce qui réjouit le jeune homme face à cette aubaine. Devant ce massacre, les autres disciples paniquent face à cette arme surpuissante, mais le meneur ordonne à la troupe de se verrouiller en formation d'assaut. Obéissant aux ordres, les combattants dressent leurs lames et déploient un bouclier collectif étincelant. Tournoyant autour d'eux, Yejun déchaîne un feu roulant d'assaut à grande vitesse, ébahi par son propre bonus d'agilité monstrueux. Il attribue cette amélioration spectaculaire des statistiques à sa nouvelle lame rouge, mais prend rapidement conscience de la présence d'une anomalie. Soudainement, une violente convulsion secoue le corps du jeune homme, brisant net son enchaînement d'attaques. Haletant et cramponné à son arme, il s'aperçoit que la force vitale dérobée au gredin a déjà été intégralement consumée. En haut, saisissant l'opportunité face au novice affaibli, l'épéiste de la justice ordonne à ses hommes de modifier leur dispositif pour ne laisser aucune échappatoire à la cible. En combinant leurs flux, les guerriers matérialisent une lame d'énergie verte gigantesque juste au-dessus du protagoniste. Dans un fracas assourdissant, l'assaut pulvérise le sol, s'abattant directement sur le garçon. À l'autre bout de la pièce, le couard meneur affiche un sourire suffisant, doutant que le gamin puisse survivre à une telle frappe. Subissant le poids écrasant de l'impact, le jeune homme réincarné crache du sang, luttant pour ne pas perdre connaissance sous la pression. La lame enchantée colossale continue d'enfoncer le novice au sol, le fissurant à chaque instant. S'amusant de son agonie, l'INSEE ordonne à ses sbires d'achever le travail prestement, tout en veillant à ne pas abîmer cette épée de valeur. Pleinement acculé, le protagoniste se voit contraint de plier le genou, incapable de repousser la lourde charge énergétique de leur formation. Serrant fortement la poignée, il admet que ces individus possèdent une technique singulièrement dévastatrice pour des cultivateurs de bas étage, mais au plus fort de la détresse, une main douce et couverte de bleu vient se poser sur la sienne, agrippant l'épée à ses côtés. Surpris par le secours inattendu de Shaya-Lanji, le jeune homme a une illumination et choisit d'employer son propre sang comme carburant suprême. Sans l'ombre d'une hésitation,
Jun s'entaille la paume sur le tranchant rouge, libérant la pleine puissance de l'artefact et laissant les adversaires complètement stupéfaits. En absorbant cette essence pure, l'arme projette une aura démoniaque écrasante, prête à délivrer un châtiment mortel, exécutant un revers montant guidé par la fureur, le novice projette une vague colossale d'énergie écarlate droit sur le leader de la justice. Totalement pris de court par l'éclair de sang, le faux héros se pétrifie de terreur face à la charge, un écran surgissant directement devant ses yeux. Sujet à des sueurs froides, le peureux comprend que l'équipement du gamin est bien trop puissant et qu'il n'a aucune chance d'en sortir victorieux en duel. Cherchant à attirer sa révérence, l'épéiste prend la fuite, mais le protagoniste s'interpose et verrouille l'issue. Le regard sombre et le visage maculé de sang, le jeune homme réincarné lance un avertissement glaçant, il est désormais bien trop tard pour détaler. D'un geste brutal et impitoyable, Jun porte un coup dévastateur, transperçant le faux héros avec son halo rouge. Consumé par la lame assoiffée de sang, le chef s'effondre en hurlant, stupéfait de s'être fait balayer par un inconnu. Le jeune homme spire un grand coup et pousse un immense soupir de soulagement, se tenant au-dessus du cadavre du scélérat, fier de cette victoire miraculeuse. En jetant un œil en arrière, il s'aperçoit que la disciple aux cheveux bleus est déjà debout au milieu des ruines, le fixant intensément. Affichant un sourire désabusé le visage en sang, Jun déplore le fait qu'elle souhaite éliminer l'homme qui vient tout juste de lui sauver la vie. La jeune fille lui renvoie un regard glacial, ignorant les remerciements, se concentrant sur sa cible en pointant une épée ramassée sur lui à travers la fumée, pendant que le garçon lui demande si c'est ainsi que son maître l'a instruite. Froide comme le marbre, Alangi avoue être reconnaissante pour le sauvetage, mais souligne que cela ne change absolument rien entre eux, s'élançant à toute vitesse, la guerrière s'écrie que le bien et le mal sont inconciliables tandis que le débutant se contente de soupirer, s'attendant déjà à cette trahison. Le protagoniste part son assaut sans effort, dénonçant la faction de la justice comme un repère de serpents venimeux et ingrats. Lassé par ce spectacle, il ouvre rapidement le menu système et enclenche l'option de capture sur l'interface bleue. Des entraves magiques jaillissent du sol et maintiennent la jeune fille suspendue dans les airs, lui faisant lâcher son arme sous le choc. Elle n'a aucune idée de la nature de ce sortilège. Examinant les options de punition à l'écran, le jeune homme réincarné se caresse le menton, curieux de connaître les récompenses de chaque option. La première option intitulée Rejet offre une pilule magique capable de lui faire franchir plusieurs niveaux de puissance instantanément. En parallèle, le domptage garantit le contrôle absolu sur l'étudiante ainsi qu'un physique adapté à la magie du bois, ce qui éveille grandement la curiosité du garçon. La description révèle que ce corps spécial confère une maîtrise totale sur la flore et les remèdes, métamorphosant son porteur en véritable divinité de l'alchimie. En lisant les détails, le protagoniste réincarné reste émerveillé, réalisant que cette option le transformera en maître alchimiste en un instant. L'esprit fixé, il empoigne fermement la prisonnière par la gorge, tandis que la jeune fille se débat vainement dans les chaînes enchantées. D'un ton pervers, il lui glisse qu'il serait absurde de la liquider maintenant, ce qui pousse la pauvre fille à exiger des explications sur ses intentions. Tirant vivement sur les chaînes, le jeune homme rapproche la fille tout contre lui, prêt à démarrer une séance de physiothérapie intense. La toisant de haut, il lance un charme sarcastique, affirmant qu'une bonne séance de soins mutuels guérira sur le champ toutes ses blessures. Désespérée et incapable d'échapper à ses entraves, la jeune fille fond en larmes et le supplie de renoncer à ce projet fou. Tous ses efforts pour briser l'orgueil de la fille permettent au système d'enregistrer une nette progression dans le reconditionnement de l'élève rebelle. La récompense est débloquée sur le champ et le corps du jeune homme irradie d'une vive énergie verte, déverrouillant le pouvoir de la constitution du bois. En étirant ses bras balafrés, le protagoniste se réjouit de voir ses blessures s'effacer comme par magie. Avec un sourire comblé, il ressent la magie circuler dans ses veines avec une fluidité inédite, prouvant que ce bonus valait la peine. Pleinement vêtu et dégageant une aura restaurée, le jeune homme réincarné rit tout seul, estimant avoir décroché le gros lot avec le butin du jour. Ravi de ce succès, il presse le bouton holographique pour expédier la nouvelle captive dans la dimension virtuelle du système. En consultant les symboles du maître et de l'élève sur son écran, Jun sourit, impatient de soumettre totalement ce duo d'enfer. À cet instant, sa célébration est interrompue par de violentes secousses faisant tomber de la poussière du plafond, confirmant que les affrontements font toujours rage à l'extérieur. En voyant les pierres s'effondrer, le jeune homme comprend qu'attendre ici est suicidaire et décide de décamper avant la ruine du toit. Déboulant à travers les passages en ruine, le héros déboule dans la salle d'alchimie du vieillard, découvrant des fioles éparpillées sur le sol. Il se stoppe au milieu des débris, l'air perplexe, détectant une senteur bien particulière qui flotte dans la pièce. S'accroupissant parmi les décombres, le garçon réincarné saisit l'un des flacons tombés pour l'analyser attentivement. Immédiatement, l'affichage du système et sa perception affûtée identifient sans erreur chaque pilule rare et chaque réserve de poudre. Riant de toutes ses dents, le jeune homme découvre qu'il est capable de deviner la formule exacte par la simple odeur,
restant bouche bée devant les propriétés de son nouveau corps. Sans un temps d'hésitation, Yi-jun se met à fourrer toutes les fioles de soins et de stimulants directement dans ses poches. Enjoué par ce pillage, il s'amuse du fait que le maître alchimiste accumulait une fortune colossale, mais désormais, tout cela lui appartient. Cependant, en plein cambriolage, il heurte brutalement le dos de quelqu'un, ressentant un choc curieusement doux, et saute immédiatement en arrière. Une fois rétabli, il demande qui se cache dans la pénombre, mais une voix féminine réplique avec sarcasme qu'elle devrait plutôt lui poser la question. Que, émergeant de l'obscurité, Wang Tianmei, une aînée particulièrement ravissante de la secte, elle demande ce que le petit voleur compte faire avec cette réserve. En se touchant le visage, le jeune homme s'aperçoit que son nez saigne abondamment et tente d'imputer cela au choc moelleux qu'il vient de subir. Mais ses yeux s'écarquillent lorsqu'il réalise que ce saignement n'est pas dû à l'impact, mais au bouillonnement de son propre sang au simple contact de cette femme. Conservant son sang-froid, le réincarné réalise qu'il vient de croiser la fameuse aînée connue pour posséder une constitution magique au charme irrésistible. Il se remémore les rumeurs sur cette ancienne, réputée pour dégager une aura si toxique qu'aucun homme ne peut y résister sans perdre la raison. Agacée par cette intrusion, la jeune femme cherche à savoir qui l'a dépêchée pour voler, tandis que le jeune homme cherche frénétiquement un plan pour s'éclipser sans se faire dévorer. Préteigne Huché et Madanant, Y-Jou Huché n'est plus usé à Hongté, admet tient une nouvelle assistance de technicien AWP, ne pouvez-vous pas prendre de médicaments? Maintenant j'ai envie de contempler le tout nain, je n'ai pas envie de bouger, s'il vous plaît laissez-nous savoir les 3 Inakok Nasa que vous ne connaissez même pas sur les Empoba. Le lit ne convient pas à une seule personne, tu es belle, tout va bien, c'est comme une traînée vertigineuse de gens qui ne mentent pas avec le manant du Kinyawa. C'est bien pour ceux qui ont organisé la foire à la foire du Hun, le Hun sera choisi pour rugir le Hun. N'ayez pas peur du rapacumum du Lapi qui sait, c'est lui qui sait que le Suitaganga Alandarwar Niyakula Nakula est celui que j'ai déclaré à la Gari dans le sabbat maintenant. La peinture de ceux qui sont suspects dans Pernipticuful, peut être battue dans Protagoniste Flex à partir de maintenant je suis désolé pour le tarap. Voilà, je m'en vais en cellule, Uongtia, je suis lassé de cette histoire, je ne désignerai pas de gardien ces temps-ci, souhaitant évaluer le gamin, elle envoie un rayon d'énergie droit sur le récipient d'alchimie, réclamant une démonstration concrète de son savoir-faire. Le coup percute le gros contenant en bronze dans un grand fracas, réinitialisant l'outil afin qu'il puisse concocter une préparation depuis le début. Relançant le défi, la jeune femme affirme en avoir préparé quelques-unes, des pilules de ce rang devraient être un jeu d'enfant avec une telle maîtrise, en observant le chaudron, Y-Jun comprend que l'aîné l'a acculé en exigeant un conteneur d'un tel niveau. Cependant, grâce à son tout nouveau corps imprégné d'énergie végétale, le jeune homme sait qu'il a une opportunité réelle d'accomplir ce miracle. Observant le gamin, Wang Tianmi paraît interdite lorsque toute son énergie se métamorphose en l'espace de quelques secondes, curieuse de découvrir le résultat final, elle se demande si le novice peut véritablement tenir le coup alors que des flammes émeraudes le recouvrent entièrement. Focalisant toute sa puissance au creux de sa paume, Yejong invoque les flammes sacrées de l'alchimie et monte la température à son paroxysme, exploitant son énergie incroyable, Yejong commence à chauffer le chaudron avec des flammes vertes pour enclencher le raffinage. Tandis que le brasier chauffe, le jeune homme décide de tirer profit de chaque instant pour rassembler les plantes adéquates sous l'œil attentif de l'aîné, en ratissant le sol dévasté, il déplore de voir que les ingrédients de la recette traditionnelle ont été réduits en cendres. Mais en conservant une assurance parfaite, le jeune homme sait que concocter une recette alternative avec les résidus ne posera aucun problème à ce stade. Il choisit 3 herbes exotiques à la main, combinant des feuilles rares avec des fleurs de feu pour créer un résultat inédit. Disposant les ingrédients de secours sur le comptoir, le protagoniste se met à verser les végétations dans le récipient selon une séquence très rigoureuse, dès que le couvercle est scellé, le pot en bronze se met à rayonner de l'énergie mystique des plantes dissoutes. Immergé dans sa tâche, le jeune homme sait qu'il lui suffit de régler la température de la flamme verte avec une précision extrême. Examinant ses moindres gestes, Wang Tianmei trouve son choix de plantes particulièrement saugrenu et se demande si le gamin ne fait pas simplement de la comédie. Il, fermant les yeux face à l'éclat du brasier, le jeune maître se félicite intérieurement. Ris maintenant, mais d'avoir placé cette marmite et ce chaudron, c'est logique que ton gros crapaud dans le laboratoire en bave. Ceux qui agissent mal sont ceux qui trinquent, ceux qui sont bienveillants avec tout le monde. C'est une excellente chose que mon Paranakaye soit totalement éveillé, celui qui ne sera pas emballé par ce choix désormais. Poro, Otamalkepo le Kijangliwa paresseux et pointilleux, le Yajun Ayubo du Pago, qui sait que la perte est un Yabola. De prison, désormais le bol sera savoureux, dans le Corti dans la Pleuca dans le Pinigam du Turin qu'il a déjà drambant. Les chiens sont des nopins voyous, les médicaments ne fonctionnent tout simplement pas et c'est tout ce qu'ils sont, ce sont mes seuls toons énergétiques à rencontrer. De farine, ses compétences sont médiocres, les médicaments sont chers,
Cher est connu de grand-père par grand-père, Marine Kea Lenge Lantin Sapleka, protagoniste s'occupe de la tempéra dans le Lalangais à Kegepan l'Indagé-Pangé. Mais en Australie, c'est beau Keuyalguin égale à Mayanagi le voyou Lalangais et Kamal de Gingembre 2. Constatant qu'il n'a plus le temps de bavarder, la dame lui empoigne le bras, employant ses bandes d'énergie violette pour immobiliser le novice pendant. À ce moment exact, une déflagration colossale les catapulte tous deux dehors, et l'aîné annonce qu'ils viennent de tomber en plein champ de bataille. Luttant au milieu de la fumée dense, le garçon cherche à retrouver la vue tout en se redressant du sol dévasté. Mais l'effroi le saisit violemment en voyant le vieil ancien Wulang terrassé sur les dalles de pierre, ne donnant plus aucun signe de vie. Un mystérieux combattant surgit tel une ombre menaçante, écrasant les décombres du temple et toisant le duo survivant avec un mépris total. Se proclamant le troisième aîné Belay 2, cet assaillant de niveau 6 raille leur faiblesse et souligne que la vétérane est la seule. Accablé par la pression phénoménale de cet adversaire redoutable, Yejun fait lentement de la marche arrière, maudissant sa mauvaise étoile pour être tombé sur un boss. Ici, se moquant du guerrier du clan vertueux, Wang Tmi déclare qu'avec tant de soif de sang, il n'a rien d'un véritable héros. Rinçant des dents, le colosse réplique que pour terrasser la secte rivale, l'emploi de la force la plus brutale demeure indispensable. Faisant quelques pas vers l'envahisseur, la dame affirme que la querelle ne concerne que les ordres et qu'ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à l'affrontement mortel. Déployant son dangereux charme mystique, l'aîné décoche un regard enjôleur et demande doucement si le vieux combattant n'est pas de son avis. Tombant à pieds joints dans le piège, la brute commence à balbutier des incohérences, les yeux illuminés d'éclats roses mystiques. Observant la scène de côté, le protagoniste reste bouche bée, stupéfait de voir que ses dons de séduction ont réussi à altérer l'esprit d'un guerrier aussi imposant. Son enchantement tournant à plein régime, la dame utilise son énergie parfumée pour conditionner entièrement les capteurs de Teraz. Affichant une grande amabilité, l'aîné se réjouit de pouvoir enfin tenir un échange pacifique et régler le litige sans en venir aux mains. Mais le grincement du métal brise l'atmosphère romantique lorsqu'une lame affûtée est subitement dégainée au milieu de la pièce. Bloquant l'arme de la dame à main nue, le guerrier s'esclaffe en demandant pourquoi elle pensait qu'on lui enverrait un faible à pourchasser. Vers le bas du Rovignat de Saxa et de Rinin, le colosse sait pertinemment que toute tentative de séduction physique ne fait que contrarier son tranchant. Contractant son torse cuirassé, la brute révèle qu'il a sciemment annihilé ses propres désirs pour s'assurer de ne jamais succomber aux ruses de ses adversaires. Assistant à ce spectacle anormal, Yajun grince des dents, terrifié par les sacrifices extrêmes et démesurés consentis par ses héros. Reculant prudemment, Wang Tma le prévient que le simple fait de dissiper son sort ne signifie pas qu'il s'est tiré d'affaire dans ce duel à mort. Projetant une onde d'énergie rose, elle tente d'atteindre le grand jeune homme, mais la frappe ricoche littéralement sur sa peau sans lui causer la moindre égratignure. En utilisant sa technique interdiction du corps de fer, l'envahisseur canalise une puissance dorée pour blinder ses muscles contre tout. L'assaut de l'aîné percute sa peau dans un choc métallique semblable à un bouclier, prouvant que le corps du type est une véritable citadelle sur pattes. S'avançant l'assassinat au fond des yeux, la brute annonce que sa force brute est largement supérieure et que ses petits artifices sont désormais inopérants. Déchaînant un coup d'une extrême violence, le guerrier projette la charmante dame dans les airs avec un impact brutal qui dévaste le sol environnant. Finissant dans les gras, la vétérane crache du sang et lâche ses armes après avoir encaissé un contre fulgurant. Voyant la stratégie piteusement échouée, Yejung sort son épée rouge mystique et décide de faire demi-tour pour fuir aussi vite que possible. Plongeant sa gigantesque épée dans le sol de toutes ses forces, la brute déclenche une capacité secrète afin de condamner l'intégralité des sorties du ravin. Des chaînes massives étincelantes de runes surgissent de la voûte rocheuse, ce sont les lascans qui deviennent de belles inondations, les amis sont obéissants à Kama. Chez la grenouille, Sangaro que parce qu'ils sont les premiers à voler dans l'ouest, le Laxan n'est pas en colère contre la croissance courageuse des choses terrestres et le Falpero ne doit pas aimer le Zastan Gangin, tu es déjà en colère, car ils seront toujours le leader de tous ceux qui sont courageux et courageux. Je suis allé sur place et j'ai rassemblé les filles, et nous tendrons la main avec un couteau et avec une pincée nous irons à l'Irburuk dans le Saxutois et maintenant dans le Hedgeson même le protagoniste fera de même avec l'énergie du baran Beyang Pakbazois et il semble que ce sera un franc-gaillot du Lalansa. C'est ce que je ne veux pas, c'est Cuchot pour ma surprise, je suis désolé, je vais me ridiculiser maintenant que je vais être intime avec Duri, Sayayag. En attendant, je ne veux pas pouvoir Twitter, mais je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Je suis un beau Lalansa en hindi, il utilisera le sang du gamin pour bénir son arme. Cerné et incapable d'échapper à la nasse, le jeune homme réincarné panique, se demandant s'il va réellement être renvoyé au point de départ si vite, soudain, son regard se pose sur le niveau doré, sur les pilules qu'il vient de concocter, toujours calées dans sa main.
Comprenant qu'il s'agit de son ultime planche de salut, il choisit de tenter le tout pour le tout et de forcer une avancée mystique, en plein affrontement contre le boss. Sans sourciller, le jeune homme engloutit les pilules et les avale d'un coup sec, sous le regard médusé de l'aîné à terre. En observant le spectacle, Wang Tiam constate que l'intégralité de l'énergie spirituelle des environs est drainée par le gamin, qui paraît sur le point de passer un cap. Avec une insolence pure, la brute Bélé 2 demande si le gamin croit sincèrement qu'il lui suffira d'atteindre le stade de la fondation pour l'emporter. Ne perdant pas un instant, le colosse bondit arme au poing pour interrompre la transformation, veillant à ce que le gamin ne termine pas son ascension. En haut, mais une parade réflexe stoppe net la trajectoire du scélérat, provoquant un choc d'armement au son métallique retentissant dans les airs. Consciente que ses charmes sont inefficaces, la vétérane se concentre sur le gain de temps, priant pour que le protagoniste parachève son évolution au plus vite. Ressentant la barrière mystique céder enfin, Y-Jun réalise que la voie vers le palier supérieur est limpide dans son esprit, mais il sait pertinemment que la force brute ne suffit pas, il lui faut une vraie technique de combat pour déployer toute cette énergie nouvelle. S'immergeant dans son espace mental, le jeune homme interpelle ses deux captives et leur ordonne de lui transmettre sur le champ une autre technique d'épée lacrymale. Particulièrement fière, la jeune disciple refuse net la demande, jurant de ne jamais prêter main forte à un scélérat d'une secte démoniaque comme. Le gamin se contente de ricaner, comptant utiliser ses méthodes bien particulières pour les contraindre à coopérer d'une façon ou d'une autre. Activant le système de reconditionnement, il fait luire les chaînes, déclenchant une pénible séance de choc thermique sur leur supérieur. Saisie de panique en voyant sa maîtresse martyrisée, la disciple hurle de fureur tandis que le jeune homme prévient qu'il emploiera la manière forte si elle persiste. En haut, ne supportant plus la douleur, la chef le supplie de stopper, promettant de céder le secret de la technique tandis que sa jauge monte à 20%, assimilant les arcanes du manuel, le protagoniste se concentre sur les formules anciennes de maîtrise mentale et d'harmonisation parfaite avec le. Sur ce, les yeux du jeune homme s'illuminent d'un éclat doré effrayant, prouvant qu'il a réussi à assimiler la compétence secrète sans moindre faille. Un éclair doré foudroie le sol tandis que le jeune homme se dresse, désormais enveloppé d'une aura hautement intimidante, juste devant le stupéfait. Le système confirme que l'individu a accédé au niveau 1 de la fondation, déversant une vague de puissance démesurée sur l'environnement. Médusé par la portée de cette pression spirituelle, l'aîné se demande si un simple franchissement de palier est censé déclencher un tel chaos. Misant sur cette baisse d'attention, la brute s'élance et frappe lourdement, maudissant la dame pour avoir détourné son regard. Et les Ulitas des Yamasa, pour décoller, ils ont déclaré avec les leurs que Julti d'oro que j'ai attisé. Mais le Mahana de Marie Mangulan, Kong à l'énergie rose et Eka Istepina est exposé avec audace que ce sera celui qui se présentera. Mais à la fin, ils parleront aux marchands du sacrifice de la vie de l'offrande de la tunique dans la célébration du sacrifice du sacrifice. J'adore l'énergie filigin dans l'Irlet des Panos de Luli, Saracto de mon Angan à Luli, qui n'est pas la Sarada, et pas ma maison de la force des travailleurs. Le compagnon de la manie, le nom des serpents la hauteur des bunets les Sphita qui sont plus forts que le plus grand maintenant sont plus grands que le plus grand. Maintenant, plus le système est dans le défi qu'il est et nous le demandons. Ceux qui sont plus que ceux qui sont plus que. Notre peuple est sauvage. Notre avec un léger rictus, le protagoniste déclenche la compétence d'immolation interdite, préparant son organisme à une riposte létale. Une tempête de flammes écarlates éclate autour de lui, stoppant la frappe de la brute nette dans sa course sous une pression absurde. Canalisant toute sa nouvelle puissance au bout des doigts, le jeune homme décoche la première posture de la technique secrète dérobée à la dirigeante. Sentant la charge rouge fendiller l'air, le colosse tente d'esquiver, mais réalise bien trop tard que le coup est d'une rapidité fulgurante. Portant la frappe décisive, le jeune homme canalise la lame de vent pour contourner intégralement la défense impénétrable de l'adversaire. Sous la violence dévastatrice de l'impact, la brute est projetée, pulvérisant ces mêmes chaînes enchantées qu'il avait dressées. Blêmée à bout de souffle, la vétérane contemple la scène médusée, incapable d'assimiler la débauche de puissance affichée par le novice. Tombant à genoux en crachant des flots de sang, le scélérat demande comment un avorton d'une secte rivale peut maîtriser la technique secrète du clan de la justice, mais le colosse ne parvient même pas à achever son discours, sentant sa vie s'étioler à toute vitesse alors qu'il s'enfonce dans le coma. Dehors, dans un dernier souffle de pensée, le combattant comprend que le niveau de dégâts dépasse l'entendement pour quelqu'un qui vient à peine de franchir un palier. Incapable de supporter les hémorragies internes, le corps de la brute s'écrase sur les dalles de la montagne, définitivement hors de combat. En voyant l'adversaire s'effondrer sans vie, la vétérane relâche sa tension, soulagée d'avoir échappé à ce monstre par un pur coup du sort. Chance, le lanceur étant éliminé, les chaînes magiques se dissipent, libérant la dame qui s'affale au sol tout en encaissant le choc, fixant le jeune homme debout dans la poussière,
Elle cherche à comprendre comment un novice de niveau 1 a pu terrasser un ancien d'un tel calibre. En crachant une quantité colossale de sang, le jeune homme réalise que même sa nouvelle constitution végétale ne suffit pas à éponger le contre-coup dévastateur de cette technique d'immolation interdite. N'ayant plus la force de se maintenir debout, le protagoniste s'effondre sur les genoux, voyant sa jauge de vie frôler le zéro absolu après cela. Attaque, s'approchant discrètement, la charmante aînée déploie son sort de soin et murmure tendrement que le jeune homme l'a complètement séduite. La scène se transporte vers les cimes épiques de la secte Xuanling, où la quiétude du sanctuaire est sur le point d'être définitivement balayée. Piquant une pointe dans les galeries du palais en pleine panique, un jeune élève hurle qu'une catastrophe s'est produite, cherchant frénétiquement le chef suprême. Irrité par l'affolement du messager, le dirigeant de l'ordre exige des comptes, demandant où est passé le frère Bellet. En nage, le garde annonce avec une terreur absolue que les marques d'âme de l'aîné et du petit-fils du chef s'éteignent subitement. En apprenant cette nouvelle tragique, le visage du maître suprême se décompose entre choc et fureur, comprenant que sa descendance a été anéantie. Dehors, canalisant une haine meurtrière entre ses paumes, le monarque fait véritablement tressaillir l'atmosphère avec son aura écarlate hautement destructrice. Avec un rictus terrifiant porté par une fureur pure, le souverain s'écrie que ce n'est qu'un début, laissant son intention tueuse faire voler en éclats tout le pavillon. Empoignant le serviteur par le col, le boss exige de savoir qui a commis cet acte, et le subalterne bafouille que tout s'est déroulé dans le bastion ennemi. Tournant le dos à l'assemblée, le monarque maudit la secte qu'il a fondée pour avoir éliminé son cher descendant et son meilleur élément. En ouvrant un canal de communication enchanté, le chef jure d'imposer un bain de sang au clan adverse pour punir cette insulte impardonnable. Émergeant de l'ombre, un mystérieux conseiller encapuchonné suggère au maître de garder son calme afin de ne pas compromettre sa propre élévation spirituelle. Le maître demande s'il est censé subir cet affront sans brochère, mais le vassal garantit qu'il ne laissera rien passer. Dévoilant un visage macabre, le second aîné Yin Buping préconise de feindre un accord de paix dans le but de prendre les adversaires par surprise lorsqu'ils baisseront la garde. Pondérant la tactique fourbe de son associé, le souverain de la secte valide discrètement l'idée en usant d'un lien télépathique très discret. S'esclaffant avec un mépris total, l'aîné sous sa capuche loue l'ingéniosité du patron, qui valide la stratégie de frappe traîtresse sans hésiter. Pensez, mais avant de prendre congé de son complice, le souverain souligne qu'il reste une autre mission ultra confidentielle à régler de toute urgence. Le regard chargé de pulsions meurtrières, le haut dirigeant ordonne à ses agents infiltrés de se déployer pour traquer l'individu qui a liquidé son arrière-petit-fils. S'inclinant pour marquer sa déférence, le conseiller malveillant garantit que les directives du chef seront appliquées à la lettre. Sur ce, un message secret fend les airs pour alerter les traîtres tapis en territoire adverse. L'obscurité s'abat sur le camp militaire H1, où l'ambiance glaciale ne fait que dissimuler la menace qui guette dans l'ombre. On le sait, c'est pour ça que les Tanaka sont clairement des vétérans passodingues. Non, c'est dommage pour nous maintenant, c'est comme le riz, c'est de la chance. Vétéran maintenant Hiroan pour la connaissance, c'est pourquoi le Mapoti Pince-Bain ce vétéran n'est pas, donc le Mahangal, le Mangang, le Mahangal, donc le Mahangal, Padano no Paglipo, donc la Mahangal Bai. C'est pourquoi je peux rassembler vos jointures et mettre en commun SSWFWFWM pour ceux qui ne le font pas, se laver maintenant, parce que ce qu'ils ne voulaient pas, c'est caresser mes pieds, qui ne sont pas les vôtres. Le jeune homme se fait ouvrir la tunique par l'aîné, qui résout de se focaliser pleinement sur la remise en état du corps de son nouvel assistant. Se penchant au-dessus de lui avec une mine enjôleuse, l'ancienne le prévient qu'elle va passer au peigne fin l'ensemble des arcanes qu'il dissimule, lui effleurant doucement le torse. Elle liste tous les indicateurs suspects, son ascension fulgurante, la technique d'épée mystérieuse ainsi que cette subtile senteur végétale qu'il dégage. Invoquant son art secret de séduction oculaire, l'aîné tente d'infiltrer l'esprit du jeune homme pour lui extorquer des aveux. Sentant sa tête exploser sous la pression de cette tentative d'intrusion, le héros résiste au sortilège pendant que son système émet des signaux d'alarme rouge. Sentant la magie rose s'insinuer dans son organisme, Y-Jung réalise que l'aîné est littéralement en train de fouiller ses secrets en manipulant le charme avec un sourire diabolique. La dame affirme que ses soins particuliers ne sont pas achevés, mais le système signale qu'il ne peut pas la capturer car elle ne fait preuve d'aucune hostilité réelle. Frisson d'angoisse, le jeune homme sait qu'il détient bien trop d'atouts secrets et ne peut absolument pas laisser cette curieuse farfouiller dans son historique. Historiction de la paix dans l'espace virtuel du système pour solliciter un petit coup de pouce de ses captives. Le protagoniste réincarné demande à la dirigeante de lui transmettre cette méthode de cultivation réservée aux femmes, ce qui pousse les péistes à se demander pourquoi il tente une folie pareille. Coupant court au débat, il ordonne à la jeune femme de lui céder le savoir sans attendre, et elle accepte sur le champ, déclarant que s'il souhaite courir à sa perte, c'est son problème. The forbidden tech is strictly fueled by female energy, and if added 3 to run it, the results are basically guaranteed to be a disaster, smirking with confidence.
The protagonist is already plotting the sketchy trick of throwing his own body's energy flow completely in reverse. Satisfait de sa réaction, il remercie la chef de lui avoir fourni la clé exacte pour se sortir de ce pétrin. Isolé dans la dimension virtuelle, l'épéiste est complètement désorienté, se demandant si cet idiot n'est pas en train d'écourter intentionnellement ses jours. Course, de retour dans la réalité, l'aîné se réjouit à l'idée de mettre à nu les petits secrets bien gardés du novice. Et je ne fais pas partie de ces gens, Y-Jun a déclaré maintenant que les techniques sont un secours qui n'est jamais disponible. Malgré ses lésions internes, il se félicite du succès de sa ruse, grandement soulagé, le bouclier a fait barrage à la dangereuse curiosité de la dame, mais en observant l'aîné de plus près, le jeune homme s'aperçoit que le sortilège a provoqué un sérieux dommage dans son propre esprit. Cerveau, dans un mouvement brusque et véhément, la jeune femme se jette sur lui, projetant des étincelles roses dans toutes les directions, complètement dépassée par l'effet de son propre charme, elle bloque le novice au sol et lui demande d'un ton suave s'il la trouve. Charmante, subissant la pression, le protagoniste réincarné peste intérieurement, tentant de se défaire de l'emprise. Tu n'es pas la vétérane du mulet Ming en pédiatraphe, dit à Papo à la grande fille, sinon, je pourrais séduire la fille avec la grande fille, et seulement à partir du moment où elle sera attrapée, ce sera elle qui sera la fille. Les bonnes filles me guideront, je suis déjà le harago de ceux qui se interrogent, j'ai honte de mes fanatiques de jade, Rita l'est toujours. Tomate le Ishin Ingor sa Katapagay, le manga Ayatan peut encore être alimi et il y a un pinigame de Kepagay Amon. Cela, mais enchaînons sur la suite. Possède un physique mystique mortel. Inquiet pour la réussite de la mission, le jeune homme demande si le chef peut réellement garantir une frappe nette sans réveiller le monstre qui sommeille dans la pièce. Évaluant la situation, le patron admet que l'aîné ne s'attardera pas longtemps avec un faible novice, concluant qu'il devrait simplement se poster en embuscade. Patienté, positionné sur le toit obscur, les éclaireurs ont contacté le restant du groupe par liaison. La tactique consiste à lui tomber dessus simultanément dès que la dame quittera les lieux, pleinement convaincu que 4 combattants d'élite ne feront qu'une bouchée du. Largement soumise à sa propre magie, l'aîné pousse un profond soupir et plonge tête baissée dans l'action, ne lui laissant aucun répit, elle plaque le jeune maître sur les draps, affichant un air totalement dominant et à bout de patience. Balles adaptées, Y-Jun est stupéfait par le niveau de péril que représente la constitution spéciale de cette femme, mais en écartant ses propres vêtements, il choisit de braver la tempête et d'accumuler des bonus magiques pendant qu'il y est. Et cela, s'imprégnant de l'atmosphère survoltée de la pièce, le jeune homme se concentre sur sa pratique et bondit directement au niveau 4, percevant cela comme un coup de chance inouï, percevant l'envolée de puissance du gamin, la dame pousse un soupir d'extase face à ce pic d'énergie soudain. Conservant sa posture de prédateur, elle complimente son talent et lui demande d'un air taquin s'il souhaite véritablement jouer avec le feu. Mesurant la gravité du moment, le novice tente de garder la tête froide pour ne pas commettre une erreur fatale qui lui coûterait la vie. Jouant la carte de la naïveté, il présente ses excuses et jure qu'il ne cherchait pas à manquer de respect, mais la jeune femme lui rétorque qu'il est désormais bien trop tard pour faire machine arrière, le regard acéré, elle cherche à savoir quelle sera la prochaine initiative du brillant jeune homme. Souriant nerveusement, le héros réincarné lui demande si elle s'attend à ce qu'il assume ses actes, se disant qu'avoir une protectrice de son rang ne serait pas une si mauvaise chose, lui caressant gentiment le visage, la jeune femme lui glisse que le gamin n'a pas idée du pétrin dans lequel il vient de se fourrer. Elle s'afflige de son propre destin et lui demande s'il imagine qu'une ancienne combattante peut vivre paisiblement grâce à ses compétences. La dame lui révèle la crue réalité, expliquant que presque toutes les femmes dotées d'un tel corps magique finissent par servir de batterie spirituelle pour des tiers. L'air mélancolique, elle demande au jeune homme de deviner quel dirigeant la convoite depuis si longtemps. Faisant rapidement le rapprochement, le jeune homme encaisse le coup et réalise que le grand responsable derrière tout cela n'est autre que leur propre maître suprême. Le visage du jeune homme devient extrêmement grave au moment où il mesure l'ampleur du guêpier dans lequel il s'est engagé. L'aîné lui demande s'il comprend enfin la dimension de la catastrophe qu'ils viennent de provoquer en cédant à cette proximité. Avec un sourire amer, le gamin comprend qu'elle redoutait simplement de gaspiller sa réserve magique et de devoir en rendre compte au grand chef. Détournant les yeux, la dame tente de masquer sa frustration face à cette situation inextricable. Reprenant de la hauteur, elle affirme que le mal est fait et qu'il convient à présent de trouver une échappatoire. Agrippant de nouveau son menton, elle le taquine, disant qu'au moins, partager son flux avec un charmant garçon ne lui déplaisait pas. Se massant les tempes, le protagoniste se dit que cette femme possède un don inné pour jouer avec ses nerfs. Lui prenant l'allure d'un chiot battu, il lui promet qu'il adorerait la défendre, mais que son niveau actuel ne suffit même pas à intimider la moindre garde. Attirant le jeune homme dans une étreinte passionnée, elle balaie ses justifications et lui ordonne de poursuivre la cultivation à ses côtés, car les minutes sont comptées. Au dehors, l'escouade demeure pétrifiée sur le toit dans un calme plat assourdissant. Le subalterne déplore le fait qu'il fasse le guet depuis 6 heures, et le soleil est sur le point de se lever.
En haut, excédé, le chef lui ordonne de patienter encore 2 heures, jurant que si la cible ne se montre pas, ils prendront d'assaut la pièce, mais le temps défile et rapidement l'aube éclaire paisiblement le temple, illuminant le paysage. En étirant ses membres fatigués, l'aîné se moque du novice, plaisantant sur son manque complet de savoir-faire avec les femmes. Soudainement, ses sens aiguisés perçoivent une présence suspecte juste devant la porte. Observant l'astre nocturne au dehors, elle critique le manque de rigueur de la garde de la base, traitant les veilleurs d'incapables pour avoir laissé des intrus s'infiltrer, mais un sourire enthousiaste se dessine rapidement sur ses lèvres, se disant que cette attaque surprise tombe à point nommé. Elle estime que si le débutant n'est pas foutu de faire le ménage lui-même, il ne mérite pas de rester à ses côtés, pendant que le gamin poursuit sa méditation intense. Ouvrant ses yeux incandescents, Yejong émergera de sa transe profonde au terme d'une séance d'entraînement éprouvante. Il se félicite d'être grimpé au niveau 5, se sentant de taille à se mesurer au boss secondaire. C'est alors que le plafond s'effondre lorsque les tueurs perdent patience et font irruption dans la pièce en tout fracassant. Encerclant la cible, les assaillants déclarent que le gamin se retrouve privé de soutien et qu'il est l'heure d'en finir. Languette, analysant leurs postures offensives, le protagoniste identifie aussitôt les sbires lâchés par le clan rival.